Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir pour la 5e édition le 5e partenariat entre la médiathèque de Villeurbanne et en tout cas la Milice et Quai du Polar. On est très content pour ce 5e partenariat d'accueillir Sandrine Goyvaert pour son premier roman qui s'appelle donc Cabal. Qui est un roman qui nous a tous beaucoup plu, nous les bibliothécaires de Villeurbanne, donc on est très très heureux de ça. Voilà. Sandrine Goyvaert est avant tout sommelière et caviste au départ, née à Liège, et je vais laisser un peu présenter son parcours et puis nous expliquer comment elle est arrivée à écrire des romans policiers en partant de l'amour du vin, voilà. Et puis on fera pas de blague sur le Beaujolais parce que je pense qu'on en a fait toute la journée. Voilà. Non, Non, même pas. Ah, même pas. Étrangement, non. Ah bah. Non, donc oui, je viens de Liège. Je suis née à Liège, en Belgique. J'ai 44 ans et c'est donc mon premier roman. Moi, j'ai toujours écrit depuis toute petite et j'ai toujours beaucoup lu aussi et beaucoup lu de policiers, particulièrement avec ma grand-mère. Olga, donc je lisais beaucoup de San Antonio avec elle, ce qui n'était pas franchement une éducation très antisexiste, mais au moins ça a eu le mérite de m'intéresser au polar et au vin aussi, puisque dans les San Antonio on parle beaucoup de vin de Bourgogne particulièrement. Je me suis destinée au vin un petit peu par hasard parce que les études littéraires ne me bottaient pas plus que ça, je les ai assez vite envoyé valser, et donc je me suis dirigée vers la cuisine où on m'a dit que je faisais un peu trop de bruit, et donc on m'a poussée vers la salle et vers le vin, et c'est devenu une grande passion. Donc j'ai commencé à écrire sur le vin, hein, c'est assez logique, et en étant une femme qui écrit sur le vin et en existant dans ce milieu-là particulier, ça a aussi éveillé ma conscience féministe. Et puis mon militantisme, parce qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. Et donc j'ai commencé à écrire, au départ des livres un peu pédagogiques sur le vin, et ensuite des essais donc, qui mêlaient à la fois la réflexion féministe, antisexiste, etc., et le vin et le milieu du vin. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai écrit Cabal ? Parce que j'en avais marre d'écrire sur le vin. Je venais de sortir de 2 essais qui m'avaient demandé vraiment beaucoup de travail, à la fois de réflexion, de recherche. Enfin, c'était pas du tout une partie de plaisir. Et puis alors, cet être lumineux qui partage ma vie, qui est mon mari, m'a dit, écoute, t'es casse-couille, il faut que tu fasses autre chose que les essais parce que tu es vraiment insupportable. Donc fais quelque chose qui te fait plaisir pour une fois. Et donc quand un homme vous dit de vous faire plaisir, faut obéir. C'est peut-être une des rares fois où il faut obéir d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à écrire Cabal avec cette idée de traiter un roman policier et aussi des questions féministes. Merci. Alors justement là sur la question, effectivement la thématique est clairement féministe. Moi il y a un truc qui nous a un peu, qui nous a marqué, c'est aussi le côté collectif des personnages féministes qui est très très intéressant, avec ces chapitres où on enchaîne des personnages féminins qui sont très présents, et finalement ça fait en plus il y a un côté très collectif dans l'histoire qui est très très intéressant, et il y a ce côté sororité qui marque en fait le livre. Oui, ça m'intéressait beaucoup de travailler sur la dynamique, déjà d'avoir essentiellement des personnages féminins et très peu de personnages masculins. Finalement, ça ne fait que renverser ce qui a été fait en littérature depuis des siècles. Les femmes sont essentiellement là pour être décoratives dans beaucoup de romans qui sont portés au nu, qui sont devenus des classiques. Donc chez moi, j'ai décidé de renverser un peu la proposition et de faire des hommes aussi un objet de décoration, enfin un objet de destruction plus exactement. C'est assez jouissif à faire d'ailleurs, je vous le recommande. Et oui, j'avais très envie de travailler cette dimension sororale et cette dimension collective, de montrer aussi plusieurs caractères et plusieurs personnages féminins qui sont tous très différents. Vraiment la seule chose qu'elles ont toutes en commun, c'est d'avoir un vécu de violence. Alors ça peut être des violences extrêmement graves, comme ça peut être des choses beaucoup plus ordinaires,
mais j'avais envie de montrer que pas une femme en fait n'y échappe, comme pas un homme n'est tout à fait exempt de culpabilité en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles. Et la Cabale, qui est quand même une organisation secrète qu'elle fomente ensemble pour répondre aux violences sexistes, si ça, c'est pas un exercice de solidarité féminine en puissance, voilà, on peut pas rêver mieux en fait que la Cabale. J'avais envie d'explorer cette dynamique-là parce que on le sait globalement, nous les femmes, on est quand même très peu conditionnées à fonctionner en groupe. On adopte assez peu un esprit grégaire, au contraire des garçons qui sont plutôt poussés assez tôt vers le collectif. Ils sont poussés assez tôt à s'inscrire dans les dynamiques de groupe, tandis que chez les femmes, on nous élève plutôt dans l'adversité, dans la comparaison et dans le fait de toujours se sentir en compétition avec les autres femmes. Donc pour une fois, j'avais envie de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait faire s'il y avait une solidarité féminine, transféminine comme ça qui se créait, qu'est-ce que ça changerait dans les dynamiques de violence et de domination, puisque les mécaniques de violence sexiste, c'est essentiellement des mécaniques de domination. Et effectivement, il y a ça. Il y a cet aspect revenir là-dessus, que j'ai trouvé très, très intéressant sur cette question de cette représentation, ces personnages féminins qui sont très forts, qui sont très décrits, qui sont très, très personnalisés, et effectivement les hommes qui sont juste des présentoirs, voilà, décor, oui. Des trucs de décor, ce qui est effectivement l'inverse de la plupart des romans policiers. Oui, parce qu'il y a des tropes quand même, voilà. Il y a des tropes très particuliers en roman policier, et alors c'est très très bizarre, un trope c'est quelque chose comme un stéréotype, si vous voulez, du roman policier. Donc par exemple, on a souvent un flic un peu désabusé, alcoolique. J'adore Ario, là. Je suis une grande fan de John Esbø. J'aime beaucoup sa facilité d'écriture et sa fluidité d'écriture, mais on ne peut pas dire qu'il fasse énormément de bien à la cause des femmes, Ario, là. Et donc il y a cette façon d'écrire les personnages, particulièrement les enquêteurs. D'abord, c'est toujours ou presque toujours systématiquement des hommes. Il y a très peu de femmes enquêtrices, ou quand c'est des femmes enquêtrices, elles ont toujours un petit côté maternant avec leurs collègues, et un côté un peu féminin, mais du côté de la maternité, du côté du care, du côté de la bienveillance. On a peu, par exemple, des personnages de flics un peu pas génial au niveau des femmes. Donc ça m'intéressait de travailler aussi ce côté-là. Il y a quand même un personnage masculin qui est un personnage qui revient régulièrement et qui, lui, ne meurt pas. C'est Philippe. Non, mais ils ne peuvent pas tous mourir au bout d'un moment. Voilà. Mais Philippe, c'est vraiment l'archétype du bonhomme que vous avez toutes croisé une fois dans votre vie, qui est le tonton gênant de Noël, celui qui fait les grosses blagues, le Patrick Sébastien de la famille, vous voyez, un peu... voilà, ou le collègue un peu insistant et qui fait toujours des blagues de cul. Et voilà. Philippe, c'est un peu un condensé de tous ces hommes-là qu'on a croisés. Et c'est assez drôle parce que souvent les lectrices me parlent de Philippe et elles me disent oh, « je le déteste, j'ai envie de l'encadrer, vraiment je peux plus le sentir lui ». Et bon, il se passe quand même un petit truc, il meurt pas, mais il se passe un petit truc sans vouloir spoiler. Et j'ai senti une espèce de soulagement chez les femmes qui ont lu cette scène et qui me disent « Ah, ça m'a fait du bien ». Donc ouais, c'est aussi pour ça qu'on écrit ce genre de bouquin, c'est le côté un peu cathartique. Ouais. Oui, et effectivement, sur ces personnages que vous disiez aussi au début, il y a cet aspect non misérabiliste des héroïnes, et vraiment héroïne au sens premier du terme, combattante, et qui est très intéressant parce que là, on inverse là aussi les rôles, et elles ne cherchent pas d'appui, elles font les choses toutes seules. Oui, elles se prennent en main et en même temps, elles galèrent aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire en fait que les romans où les méchants sont très très méchants et les gentils sont vraiment très très gentils. Voilà, le côté comme ça, très manichéen de la chose, c'est jamais très intéressant parce qu'en plus, ça ne se représente pas vraiment dans la vie.
Dans la vie, vous avez des gens qui sont plutôt positifs, mais qui ont quand même des défauts et qui ont quand même des failles et qui ont quand même des trucs qu'ils font qui ne sont pas géniaux. Comme vous avez des gens très méchants, mais qui peuvent aussi parfois avoir des espèces de rédemption comme ça. Donc moi, ce qui m'intéressait d'aller chercher, c'était le fait que ce soit des héroïnes sans être vraiment des héroïnes, parce qu'elles font des actes. Alors, je parle des membres de la Kabbale, mais elles ne font pas des actes qui sont moraux. Elles commettent des crimes. C'est quand même pas très cool de commettre des crimes. Enfin, si, c'est un peu cool, mais c'est un peu cool. C'est pas moralement acceptable de commettre des crimes, d'aller tuer des bonhommes. C'est pas normalement, on peut pas faire ça. Donc, elles devraient être condamnées. Et à la lecture, on devrait les condamner. Mais on le fait pas parce qu'on développe une sympathie aussi avec elles. Parce qu'on comprend le background derrière, donc tout l'historique qu'il y a derrière et pourquoi elles en arrivent à ça. Et pareil pour Alice. Alice, elle est vraiment insupportable au début du livre. Donc Alice, c'est la flic qui est chargée d'enquêter, qui reçoit les victimes de violences sexuelles d'une manière vraiment affreuse. Parce que Alice, elle vit dans un monde qu'elle pense être un monde d'hommes et elle veut exister comme un bonhomme en fait. Elle adopte les codes de la masculinité pour se faire accepter dans son milieu. Spoiler, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais Alice, du coup, elle va aussi évoluer et comprendre petit à petit que sa manière de se comporter ou d'exister dans le monde, elle n'est peut-être pas exactement celle qu'elle devrait adopter en réalité. Merci. Alors, j'ai pensé à quelque chose, je sais pas, enfin, je suis parti peut-être un peu loin, mais j'ai trouvé que dans ce groupe Kabbale, la façon dont il fonctionnait, finalement, c'était une évolution des organisations style Brigade Rouge et des choses comme ça, mais pas dans la lutte de classe, mais dans la lutte de genre. Ouais. J'ai trouvé ça plutôt très bien amené et très intéressant en fait dans cette évolution des luttes aussi et des combats qui se font sur des formes différentes aujourd'hui par rapport à ce que ça pouvait être dans les années 60 et 70. Oui, je me suis un peu... c'est vrai que quand j'ai écrit Kabbale, j'ai une lectrice qu'on peut appeler lectrice bêta en fait, qui assistait au développement de l'histoire et avec qui j'ai beaucoup échangé et qui, elle, était particulièrement renseignée justement sur tous ces mouvements qu'on a pu qualifier de terroristes, etc., mais qui étaient des mouvements politiques. Et en même temps, moi, je regardais aussi un petit peu le travail, alors plutôt des féministes militantes, genre les colleuses, donc elles posent pas des bombes, elles collent des affiches, hein, c'est pas un niveau de violence extrême. Mais par contre, l'organisation, le côté méthodique, le côté faire des actions collectives, tout ça, ça m'intéressait, oui, c'était assez intéressant. Et les brigades rouges, ce genre d'organisation, j'avais un peu ça en tête quand j'ai commencé à conceptualiser vraiment comment Kabbale fonctionnait. C'est pas exactement de la même façon, mais j'avais aussi en tête ce truc un peu rigoureux, un peu militaire, parce que souvent, dans le Rape and Revenge, donc, qui est le genre auquel appartient Kabbale, Rape and Revenge, c'est un sous-genre du thriller qui consiste à des femmes qui se font en général violer, agresser, etc., et qui se vengent et vont buter leurs agresseurs. C'est pas un truc nouveau du tout, ça existe. Il y a beaucoup de films dans les années 60-70 autour de ça. Il y a toute une littérature. Virginie Despentes a beaucoup aussi travaillé là-dessus et à rendre ce genre-là un petit peu plus populaire. Mais dans le Rape and Revenge, souvent, la colère des femmes, elle s'exprime d'une manière très presque masculine, très physique, avec des grosses effusions de sang, avec vraiment un déchaînement de violence qui est très très marqué. Et moi, j'avais envie de prendre un peu le contre-pied et de se dire, est-ce qu'on doit répondre à cette violence extrême des hommes par une violence aussi très sanguinolente à la Tarantino, vous voyez, avec les jets de sang là, je déteste les Tarantino. Je déteste le mec aussi d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Est-ce qu'on doit aller dans cet déchaînement de violence sanguinolente, ou bien est-ce qu'on peut imaginer que les femmes pourraient s'organiser, vraiment organiser une riposte féministe, avec évidemment beaucoup de violence, hein, parce qu'elles tuent quand même, mais de manière propre. Voilà, de manière propre et intelligente, parce que le but de la Kabbale quand même, c'est de ne pas se faire prendre. Donc on ne tue pas son agresseur.
Quand une femme demande réparation à la Kabbale, elle ne va pas aller tuer ou mutiler son violeur ou son agresseur. Elle va toujours le faire pour une de ses sœurs, donc pour quelqu'un d'autre, et c'est une autre personne encore qui se chargera de tuer le violeur initial. Ça permet en fait d'abord de créer un vrai réseau, de créer une vraie solidarité féminine, pour le coup, et ensuite de minimiser aussi les chances qu'elle se fasse attraper. Oui, effectivement, il y a ça, il y a le mot, enfin, j'avais trouvé ça intéressant aussi sur les modes de mutilation, et de mise à mort finalement, où en fait vous jouez sur quelque chose, enfin, j'ai l'impression d'un truc finalement qui est la représentation de comment les femmes tuent à travers l'histoire. Oui. Voilà, et finalement vous n'inversez pas le fait que c'est pas sanguinolent et pas, enfin, pour parler d'un mort récent, c'est pas Chuck Norris qui voilà, c'est quelque chose qui est par contre que vous représentez comme finalement assez féminin dans la représentation en tout cas. Voilà. Oui, en écrivant Kabbale, j'ai aussi beaucoup pensé d'abord aux Amazones, parce que le mythe des Amazones mériterait vraiment d'être détricoté à la sauce féministe et pour aller un petit peu comprendre comment on a pu représenter les Amazones comme des super guerrières. Alors de prime abord, on pourrait imaginer que la manière dont on nous a dépeint les Amazones, c'était quelque chose de féministe parce qu'on nous montrait des femmes très fortes. Mais ce qu'on nous a surtout montré, c'est que c'est les hommes qui les ont battues à la fin et que le prestige qu'ils en ont tiré, c'est uniquement parce qu'ils ont imaginé et parce qu'ils ont écrit qu'elles étaient fortes. Donc il y a une manière quand même déjà de traiter les Amazones que je trouvais intéressante, et je trouvais intéressant d'aller rechercher ça dans Kabbale et d'y faire des clins d'œil. Et puis évidemment, quand on parle de meurtre au féminin, on pense perfidie, parce qu'on est perfide. Perfidie, on pense discrétion et on pense souvent empoisonnement. Il y a des tas de mythes, le mythe des empoisonneuses, même si, alors je vais peut-être vous étonner, mais dans les statistiques, en fait, les hommes et les femmes, ils empoisonnent autant. C'est marrant, hein, mais on empoisonne autant selon le genre. Mais par contre, tout ce qui a été médiatisé, toutes les affaires médiatisées, c'est toujours systématiquement des femmes. Et c'est souvent par cupidité, pour capter une dot, un héritage, etc. Ou bien par jalousie. Ce qui est assez différent des meurtres des hommes qui n'ont pas forcément besoin d'ailleurs d'avoir un justificatif pour tuer. Ouais. C'est assez amusant, amusant. Mon ordinateur, enfin mes historiques de recherche me faisaient très très peur pendant quelques mois parce que j'ai fait des recherches un peu dans tous les sens, mais sur les statistiques criminelles, sur la manière dont c'est réparti par genre, etc. Et c'est assez amusant de voir la représentation différente et tout l'imaginaire qu'on peut coller au meurtre des femmes qui sont déjà, par la société, beaucoup plus vite condamnées. Mais qui en réalité ne représentent, je crois, qu'entre 3 et 5% des homicides. Hein. Les homicides perpétrés par des femmes, c'est entre 3 et 5%. Alors peut-être parce qu'on est plus maligne et qu'on ne se fait pas attraper, c'est possible. Peut-être parce qu'elles viennent commettre des homicides en Belgique aussi, parce que sachez que si vous devez faire un meurtre en Belgique, venez en Belgique plutôt, parce que contrairement à la moyenne européenne des choses légales, de la médecine légale, on a des moins bons taux d'autopsie. On fait très peu d'autopsies chez nous. On fait entre 3 et 5% d'autopsies sur des morts considérées comme suspectes, alors que la moyenne européenne est plutôt autour de 15. Et donc, si vous voulez faire un truc avec une mort un peu suspecte, déjà le poison c'est une bonne idée parce qu'on ne cherche plus. Il y a tellement peu de gens maintenant qui tuent par poison qu'on ne cherche même plus les toxiques. Et ensuite, si vous voulez vraiment maximiser les chances, il faut venir en Belgique parce qu'on fait moins d'autopsies, on a moins de moyens, donc il faut choisir entre avoir un café à la machine à café ou faire une autopsie. Donc, le café gagne. La Belgique, pour y aller régulièrement, c'est vraiment un super pays. Je dis pas ça par failloter, mais je le pense vraiment. Oui, et puis alors, je repense à la question des Amazones, il y a aussi cette question
enfin, la question des surnoms et des noms qu'elles se donnent, comment elles les choisissent. Et notamment, il y en a plusieurs des noms grecs et romains. Ouais. Enfin, c'était plutôt intéressant. Pardon, je pense qu'il faut que je parle dans le micro, sinon c'est tout compliqué. Mais voilà, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et là aussi, il y a quelque chose de symbolique dans la représentation et dans comment elles se construisent au fur et à mesure et qu'elles deviennent membres de Cabal. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Oui, bah, le choix des pseudos. Alors, Cabal étant une organisation secrète, les membres entre elles ne doivent pas connaître les identités des unes des autres. Les membres fondatrices se connaissent, puisque elles ont fondé le truc ensemble, donc elles se connaissent et certaines d'entre elles se rencontrent, mais la plupart des membres de Cabal ne savent jamais qui est vraiment dans la Kabbale et qui appartient à la Kabbale. Et donc, cette idée d'avoir des noms de code, c'était important. Alors moi, j'ai fait un petit clin d'œil très belgo-belge à Amélie Nothomb, parce qu'on vit une grande histoire d'amour, mais juste, elle n'est pas au courant. Non, j'ai beaucoup lu Amélie Nothomb, et qui a toujours tendance à donner des noms très compliqués à ses personnages, et elle s'est beaucoup fait d'ailleurs attaquer là-dessus. Donc je trouvais ça drôle de donner des noms un peu compliqués. Et en même temps, oui, Exorde, c'est l'entrée en matière, la première partie d'un discours, c'est de là que ça vient. Et donc Exorde, c'est vraiment la chef de file de Cabal. Protocole, qui est la nana qui organise, qui est très carrée, qui a un peu d'anxiété sociale, qui est donc un peu quelqu'un qui a besoin vraiment d'avoir un cadre très très rigide. C'est pour ça qu'elle s'appelle Protocole. Rigor, elle est médecine légiste, donc rigor mortis, voilà. Et donc chaque membre de Cabal va avoir un surnom comme ça qui va être ou un clin d'œil ou une inclinaison à ce qu'elle voudrait être. Par exemple, Ataraxie. Ataraxie, c'est le calme et la paix de l'âme. Et Ataraxie, comment vous dire que c'est absolument pas ça. Elle voudrait bien, mais elle n'y est pas du tout à la paix de l'âme. C'est plutôt un tempérament un peu volcanique. Merci. Il y avait aussi, je reprends mes notes parce que je pense que ça s'inverse. Voilà, dans la représentation des personnages féminins, il y a effectivement tout ce truc qui est quand même très intéressant et là qui m'a fait penser à ça, puisque c'est un truc que maintenant j'essaie de faire quand chaque fois que je regarde un film. Il y a le test de Bechdel qui là effectivement le dépasse dans votre livre évidemment, mais j'ai essayé de le faire en sens inverse pour voir. S'il y avait des hommes qui interagissaient entre eux sans femmes. Voilà, il n'y en a pas. Ils n'ont pas le temps. Voilà, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas intéressants. Non mais justement, je trouvais que c'était bien parce que justement on a inversé le truc et finalement on... Oui, c'est là qu'on se rend compte que finalement, un monde sans hommes, c'est pas mal. Ça sert à rien en fait, un homme. Non, mais sérieusement. À part, c'est vrai que dans le bouquin, je me suis beaucoup attachée à ça et à un moment, je me suis même demandé si ça valait le coup de leur filer des love interest ou des choses comme ça, un amoureux. Et puis en fait, non, je trouvais que ça allait encombrer l'histoire. Et c'est assez drôle parce que quand j'ai soumis Cabal à des maisons d'édition, j'ai eu plusieurs retours de maisons d'édition, dont une avec qui on a eu une conversation en visio et qui m'a dit oui, bon, c'est un bouquin féministe, vous allez toujours écrire sur le féminisme? Et je dis oui, ça partait déjà de façon un peu compliquée. Et puis elle m'a dit après, ce serait quand même pas mal que vous mettiez là-dedans un personnage masculin un peu positif, parce que je pense que les lecteurs, ils vont pas pouvoir s'identifier s'il n'y a pas un personnage qui relève un peu le débat et qui, lui, se montre ou un bon père, un bon amoureux, un bon fiancé, enfin bon, peu importe, un bon toutou. Et j'ai dit non, et ça s'est arrêté là, parce que je voyais pas trop l'intérêt, en fait, d'aller passer de la pommade à un futur lecteur, et je pense que si les hommes sont suffisamment intelligents pour prendre Cabal dans un rayon et le lire, sachant qu'il y a une étude qui vient de paraître, si vous êtes un homme et que vous voyez un bouquin avec le nom d'une autrice, eh bien, vous allez prendre beaucoup moins ce bouquin-là. Ouais, et c'est pareil, ça marche avec le vin aussi. Si dans un même rayon, vous avez 2 bouteilles de vin
avec un nom de vigneronne clairement identifié ou un nom de bonhomme, les hommes sont prêts à payer moins cher le vin qui est fait par la femme que par l'homme. C'est fou, hein? Mais c'est pareil avec les bouquins. Ils les estiment forcément moins écrits ou moins intéressants ou moins bien écrits qu'un bouquin qui serait écrit par un homme. Donc oui, j'avais pas envie de jouer là-dedans. Moi, je voulais pas du tout faire ça. Donc, je trouvais ça... Oui, parce que en plus... Et c'est la preuve qu'on peut le faire. On peut le faire, puisque c'est dans le sens, les genres inversés, de toute façon, ça se fait tout le temps. Donc, bah oui. Voilà, mais c'était assez... je trouve que c'est assez rare quand même pour le souligner et pour le mettre en avant, je trouve. Oui, et puis je me suis rendu compte que même dans les polars, alors qu'a priori, c'est un genre dans lequel on peut s'intéresser beaucoup aux violences sexistes et sexuelles, parce que c'est quand même une grande majorité des crimes, il y avait peu ce renversement de situation, ou en tout cas il y avait peu cette interrogation féministe, d'aller chercher un peu des personnages féminins un peu plus puissants et un peu plus dans l'action que ce qu'on peut faire dans d'autres types de littérature. Oui, et effectivement, il y a pour passer à autre chose, il y a effectivement le mode d'action et le mode d'efficacité. Il y a tout un débat là-dessus que j'ai trouvé intéressant sur, en fait, sans raconter toute l'histoire, parce que quand même, il faut mieux le lire. Il faut le lire. Voilà. Et même le lire plusieurs fois. Mais voilà, il y a cet aspect de la réflexion sur le mode d'action et sur en fait pourquoi on fait ça, dans quel objectif et qu'est-ce qui est le plus efficace en fait. Alors je reviens un peu à l'histoire des Brigades Rouges et de tous ces mouvements. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que elle se pose la question? Et est-ce que il y a la question de la médiatisation qui joue aussi et qui est assez intéressante et sur comment on médiatise ça sans se faire avoir en fait. Oui, Cabal, c'est quand même une métaphore aussi. C'est une métaphore des mouvements féministes et de la réponse féministe qu'on peut apporter aux violences sexistes. L'accroche et la phrase vraiment type de Cabal, c'est furor arma ministrat, c'est encore du latin, c'est Virgile. Ça veut dire la fureur fournit les armes. Alors dans le cas de Cabal, c'est des armes létales, ça c'est clair, mais on peut envisager les choses aussi d'une manière purement métaphorique et se dire quelles sont les armes actuelles maintenant qui marchent pour que les mouvements féministes puissent gagner quelque part, ou en tout cas mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Comment est-ce qu'on peut, quel levier est-ce qu'on peut appuyer? Est-ce que c'est important de s'appuyer sur les médias? Est-ce que c'est important d'être dans l'ombre? Est-ce qu'il faut agir de manière collective? Est-ce qu'il faut agir chacune à son échelle individuellement? Toutes les questions en fait que les meufs, les nanas de Cabal se posent, c'est des questions, je pense, qui vont traverser et qui traversent les mouvements féministes aussi. Quel est le meilleur moyen d'action? Comment est-ce qu'on doit faire des actions vraiment coup de poing et choc? Ou est-ce qu'on doit faire de la pédagogie au cas par cas? Est-ce qu'on doit faire de l'éducation? Je pense qu'on doit faire de tout, et la pédagogie n'exclut pas la radicalité. On peut explorer un petit peu toutes les pistes. Mais oui, moi j'ai trouvé ça nécessaire de l'installer comme ça dans la fiction. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui, on ne se rend pas compte tout de suite, mais qui est intéressant, c'est que ce livre, il se passe dans le futur. Oui, mais il se passe dans... Alors en fait, c'est presque une dystopie, mais c'est une dystopie très proche. C'est assez marrant, parce que... Enfin, marrant, je ne sais pas si c'est tellement marrant, mais l'actualité rattrape Cabal, parce que la scène d'entrée, je ne vais pas faire de spoiler, mais juste la scène d'entrée, c'est un chanteur qu'on retrouve mort, et on se rend compte que ce chanteur a eu quelques problèmes, notamment dans des salons de massage. C'est fou, c'est l'actu. Et donc oui, Cabal se passe dans un futur, mais relativement proche. Parce que c'est des choses qu'on vit, et je pense qu'il sera toujours d'actualité. Enfin, j'espère que non, mais je pense qu'on lira la même chose dans 10 ans et on aura toujours l'impression d'être encore au cœur de l'actu. Parce que moi, effectivement, ce que je me suis dit, c'est que ça donnait peut-être un sentiment de se dire on a envie que ça arrive dans quelques temps. Que Cabal arrive. Voilà. Ouais, peut-être. En tout cas, que le dénouement arrive. En tout cas. Il est embrigadé, ça y est, il est avec nous. Non, oui, oui, peut-être. Je pense que c'est...
je pense que c'est ce qui ressort en tout cas des premières lectrices et des premières lectures qui ont été faites. C'est vraiment que quelque part ça porte un message comme ça qui est très empouvoirant, si on veut franciser le terme empowerment, donc le fait de donner de la force aux femmes. Je pense que oui, il y a un côté comme ça, c'est quand même pour une fois qu'on nous propose, enfin que on nous propose, non, je propose, pardon, je parle de moi à la troisième personne, ça y est, c'est le star system. Pour une fois qu'en littérature, on peut avoir une alternative et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec un regard féminin particulier, avec un regard féministe aussi, comment on peut imaginer une nouvelle société, c'est assez cool. Enfin, moi, je n'avais pas envie que les gens sortent du livre, parfois comme dans certains films, vous savez, en pleurant toutes les larmes de leur corps. Enfin, j'avais pas envie de ça. Évidemment, il y a des scènes qui sont violentes et qui peuvent aussi réveiller chez certaines des traumas. C'est pour ça, par exemple, que j'ai insisté, moi, pour ne pas écrire des violences sexistes ou sexuelles de façon trop explicite. Donc c'est toujours très suggéré, on comprend ce qui se passe, hein, mais pas besoin de rajouter vraiment des détails sordides, ça n'ajoute rien à l'histoire, ça n'amène rien, c'est du voyeurisme pur et dur. Et puis j'avais pas envie non plus que chez certaines ça réveille des traumatismes. Déjà comme ça, en étant très soft sur certaines choses, je vois qu'il y a des phrases qui marquent quoi, les femmes, mais j'avais envie de montrer quelque chose qui fasse du bien en fait, qui amène de la joie. C'est très bizarre de dire que des meurtres amènent de la joie, mais voilà, ce développement d'histoire, j'avais envie que ça se termine d'une manière pas complètement optimiste non plus, hein, parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais que ça amène une petite lueur. Là, quand on ouvre la porte et qu'il y a un ray de lumière, ce serait là qui nous fait avancer et qui nous fait aller plus loin. Dans ce côté optimiste, il y a aussi ce côté révélation d'un certain nombre de personnages, notamment des personnages qui travaillent dans la justice, dans la police, la justice. On est une semaine de Pâques, donc ça tombe bien, il y a une question de révélation, tout ça. Hein. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant avec tout ce débat en plus qui est mené sur un moment sur ce que c'est que la justice, ce que c'est que la vengeance et la différence entre les deux, et comment la justice est appliquée, notamment est-ce que l'État est là pour gérer la justice ou simplement pour des intérêts de genre, de classe, de ce qu'on veut, et défend certains contre d'autres. Mais je me souviens avoir écouté un podcast qui était très intéressant justement sur des questions de... Alors ça ne concernait pas les violences sexistes directement, c'était sur des questions d'emprise et de secte, etc. Parce que j'ai des écoutes très divertissantes, j'écoute des balados québécois. On dit un balado au Québec, si vous ne saviez pas, je vous l'apprends, le podcast québécois c'est le balado. Je propose qu'on adopte ce mot parce que je l'adore. Mais donc, la dame qui présentait l'émission expliquait que son papa est un ancien juge et qui lui avait dit une phrase qui l'avait marquée, que le droit et la justice, ce sont deux choses différentes. Voilà. Et c'est un peu toute l'idée de Cabal. C'est ce qui est juste n'est pas forcément ce qui relève du droit. Et la justice en tant que telle, si on prend ça en termes de oui, ce qui est juste et bon, ça ne s'exerce pas forcément devant les tribunaux. On le sait dans les affaires de violences sexistes et sexuelles, il n'y a pas de réparation qui est offerte aux victimes, en tout cas pas ici. En Espagne, la législation est un peu plus évoluée et quoique maintenant on souffre un peu de financement, donc ça devient encore un peu compliqué, mais en France, en Belgique, en Suisse, la justice, elle n'est pas restaurative pour les victimes, elle ne répare pas, elle ne console pas, elle n'amène rien, elle amène éventuellement, quand on arrive jusque-là, parce qu'il faut quand même bien savoir qu'il y a quand même très très peu d'affaires de viol ou d'agression qui sont portées devant les tribunaux et qui aboutissent à une condamnation. Mais même quand il y a une condamnation, la condamnation, elle se fait... c'est juste une preuve de culpabilité, mais au-delà de ça, est-ce que vraiment les hommes arrêtent de violer? Est-ce que les hommes arrêtent de tuer? Non. Est-ce que les victimes sont réparées par la justice? Non, elles en sortent en général encore plus cabossées qu'avant. Donc ça, c'est des dynamiques et c'est des questions qui sont vraiment
moi, je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Justement, c'est pour ça qu'il faut lire Cabal, parce qu'il faut pouvoir se poser la question et chacun va trouver peut-être sa réponse ou sa voie là-dedans. Oui, oui. Ça va, je vous ai écouté, je me suis un peu perdu. Je fais souvent ça aux hommes. Hein? Je fais souvent ça aux hommes, oui. Ils sont perdus. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a effectivement ce côté de la puissance, bon, la puissance de la justice, et effectivement aussi ce côté, cette dénonciation de la structure, enfin, du côté structurel et de la société en fait où la justice est faite structurellement pour certains, contre d'autres, dans des cadres, et je trouve que c'est très très bien décrit, très très bien amené, et qu'on se rend compte en fait que des biais qui peuvent arriver, enfin qui arrivent sur cette question de sociale, et donc effectivement ces moyens d'action qui sont mis en place par Cabal pour changer ça. Je trouvais que cette représentation de comment on agit sur le structurel, parce qu'il y a vraiment ça, c'est comment un petit groupe avec un côté un peu groupe d'avant-garde qui arrive, qui veut changer le structurel et qui fait tout pour changer le structurel. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Oui, c'est aussi une des problématiques qu'on rencontre avec l'écologie. On nous parle beaucoup des gestes individuels, de faire pipi sous la douche, ce genre de choses. Mais si on travaille que là-dessus, on sait qu'on n'ira pas bien loin. Il faut nécessairement qu'on avance dans une dynamique collective avec le féminisme ou avec la lutte contre les dominations, quelles qu'elles soient de toute façon, parce qu'ici on parle spécifiquement des oppressions qui sont faites envers les femmes, mais ça peut s'appliquer aux minorités, ça peut s'appliquer aux racisés, ça peut s'appliquer aux personnes trans, ça peut s'appliquer aux personnes non valides, ça peut avoir des tas d'exploitation en tout cas de cette dynamique-là, mais oui, la force du collectif, elle est là, elle est qu'on peut, avec des collectifs, on peut essayer de faire péter le système. Parce que c'est ça, on croit souvent que les violences sexistes et sexuelles, c'est quelques individus dans la société, des individus malfaisants ou mal élevés, dans le sens qui ont vécu des choses difficiles, mais on ne se rend pas forcément compte que les violences sexistes et sexuelles, c'est un continuum qui commence très tôt, qui infuse toute la société, toutes ses couches. Et c'est aussi pour ça que quand on me dit, alors c'est pas des femmes qui me le disent principalement, c'est plutôt des hommes, mais on n'est pas tous comme ça. Tous, au fond de vous, tous les hommes, vous avez tous une part de responsabilité. Il faut en être hyper conscient, il faut le savoir, parce que vous êtes conditionnés dans ce système-là et vous êtes avantagés par le système. Ça, c'est quelque chose parfois qui est difficile à faire avaler à certains hommes. Ouais. Dans certains pays. Je crois que c'est pas tellement une question de pays. Je crois que ça, c'est une vision qu'on peut avoir qui peut être un peu colonialiste, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes cultures. Mais je pense qu'au niveau de l'imprégnation et du système de domination, il se reproduit toujours à l'identique. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui me fait toujours un petit peu bondir, parce que je vois que chez certaines féministes actuellement, il y a une tendance à vouloir inclure les hommes dans le féminisme en leur disant « vous avez tout à y gagner ». Parce que, en gros, le discours est un peu là-dedans, et je trouve qu'il est un petit peu difficile à entendre pour moi. C'est en gros, si vous rendez Bobonne heureuse, elle vous rendra aussi plus heureuse. Et souvent, on appuie d'ailleurs sur l'argument du sexe. Je ne sais pas. Comme si les hommes ne pouvaient penser qu'à ça et comme si c'était l'ultime récompense, en leur disant, vous savez, si vous vivez avec une féministe et que vous faites comme la féministe vous dit, vous aurez du meilleur sexe. C'est un argument que j'ai lu de pas mal de féministes. Sous-entendu, vous avez à gagner quelque chose avec le féminisme. Alors, les hommes n'ont rien à gagner au féminisme, ils ont tout à perdre. Ils ont tout à perdre, parce qu'en fait, l'idée du féminisme, c'est de déconstruire toute une série de privilèges que les hommes ont et qu'ils ont acquis au cours des siècles, et de leur retirer une partie de ces privilèges-là. Parce que
qui dit privilège dit domination. Et on ne peut pas être dans une société qui est égalitaire s'il y a un système de domination. Donc ça veut dire que si des hommes sont ont sincèrement un intérêt pour la cause féministe, il faut qu'ils sachent qu'ils vont perdre. Et à partir de là, une fois qu'ils acceptent de céder une part de leurs privilèges, de céder une part de ce qu'ils considèrent comme acquis, à ce moment-là, on avance. Mais tant qu'on va servir un discours de dire « non, mais vous allez gagner en liberté », non, absolument pas. Oui, et puis ce que vous disiez là sur l'Espagne, par exemple, ça me fait penser à ça, mais finalement un pays où on a une représentation très machiste pendant très longtemps, finalement aujourd'hui dans les pays européens occidentaux en tout cas, c'est l'un de celui qui est le plus avancé, en tout cas qui cherche à avancer plus là-dessus. Oui, clairement, l'Espagne a fait un énorme boulot en mettant beaucoup de moyens dans la justice restaurative particulièrement, et en travaillant pas forcément sur un système carcéral durci, mais en essayant de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait des hommes et qu'est-ce qu'on fait de la violence des hommes en fait, comment est-ce qu'on peut essayer de l'intégrer dans la société pour qu'elle ne devienne plus une violence comme elle s'exerce en ce moment. On va revenir un peu au livre, parce que je voulais qu'on finisse en fait. Mais bon, mais voilà, il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé très intéressant justement dans la description du livre, c'est que finalement il y a beaucoup de choses du quotidien, on est dans quelque chose sur comment on va au bar, comment les livres qui sont chez soi et tout, ça fait quelque chose finalement de très commun aux gens, qu'on peut trouver facilement chez soi. Et donc qui nous met encore plus devant une réalité. Il y a beaucoup de romans policiers, des fois on voit ça, on dit c'est loin de notre réalité et on le voit très loin, alors que là ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est vraiment une réalité quotidienne des gens. Et puis en plus on parlait de Louise May qu'on a reçue il y a 4 ans, qui est une autrice absolument formidable, que je vous conseille d'aller emprunter aussi en dessous. Voilà, c'était vraiment très très intéressant aussi. Et je vous conseille notamment Petite Salle, qui était vraiment formidable. Je n'ai pas compris. Petite Salle, Louise May qui a écrit Petite Salle notamment. Je m'égare, j'en profite pour... Oui, moi en fait c'est marrant qu'on parle de ça, mais je suis pas allée chercher bien loin pour inscrire Cabal dans la réalité. J'ai piqué des tas de trucs à mes copines. C'est terrible, hein. Mais elles sont devenues des espèces de sujets comme ça, malgré elles. Enfin non, je les ai utilisés, mais de manière... Alors j'ai chopé le caractère d'une que j'ai mélangé avec une autre, et puis une histoire, une anecdote, etc. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que je vois qu'elles repèrent, en fait. Elles reconnaissent les phrases ou les choses qui font penser à elles. Et d'ailleurs j'en ai une qui m'a dit « Non, mais en fait ce personnage c'est moi ». Je dis non, je ne sais pas. Non, mais c'est moi quand même. Je me retrouve beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Et après, elle est très contente, je crois. En tout cas, elle m'a pas envoyé de lettres par la poste de menaces, donc je pense que ça va. Mais oui, j'avais envie. J'aime bien lire des romans, et pareil dans les films en fait. Il n'y a rien de pire. Alors, j'adore les James Bond. J'ai beaucoup de défauts entre Nesbo et les James Bond. Mais j'adore ça parce que c'est du gros divertissement, etc. Mais James Bond, il va jamais faire pipi. Jamais. Il a jamais une diarrhée fulgurante. Jamais. Ça n'arrive pas. J'aime bien inscrire les personnages dans une réalité. Enfin, par exemple, c'est très bête, mais être aux toilettes et vous voyez, il n'y a plus de PQ. Parce que la personne n'a pas remplacé le rouleau. J'aime bien ce genre de détails parce qu'on l'a tellement vécu. Voilà, ça ancre vraiment dans on se reconnaît, quoi. Et c'est ça. Je voulais que les personnages de Cabal ils soient sympathiques, même si elles commettent des actes délictueux, mais j'avais envie quand même qu'on les prenne un peu en affection. Ouais. Oui, c'est vrai que ça marche très très bien. Et puis justement, on se dit que cette violence, elle arrive, elle est là. Enfin, la représentation, elle est très très forte. Oui, alors moi je trouve la violence, mais parce qu'elle est partout, parce que dans la société elle est là tout le temps. Et je pense qu'on peut pas être une femme, exister dans la société comme elle est actuellement et ne pas se rendre compte qu'il y a de la violence omniprésente tout le temps.
sur les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les messages qu'on nous matraque, dans les médias. Enfin, il y a une espèce de contrôle permanent de la pensée et du corps des femmes qui est encore exacerbé par les réseaux sociaux. Il y a eu une espèce de vent de liberté il y a une dizaine d'années, avec notamment le body positive, qui était un mouvement comme ça de libération qui essayait de promouvoir la liberté d'exister dans un corps, même un corps plus gros ou un corps différent, ou un corps... au départ, c'était porté par des femmes noires, hein, c'est pas complètement anodin non plus, mais le body positive a fait énormément pour la représentation des corps différents. Sauf que là, maintenant, on assiste à une espèce de retour en arrière très très fort, où on veut faire maigrir tout le monde à coups de piqûre. Et on est matraqué. Enfin, apparemment sur TikTok, les jeunes sont matraqués de pubs, mais comme je ne suis pas jeune, je vais sur Facebook. Et sur Facebook aussi, on est matraqué de pubs pour les piqûres là, de GLP-1, donc les fameuses piqûres qui font maigrir, avec toutes les conséquences que ça a sur la santé, des conséquences délétères, et dont on n'a pas encore mesuré complètement tous les effets. Mais il y a une pression comme ça au corps mince, au corps blanc, au corps valide, particulièrement chez les femmes, et à contrario chez les hommes, une pression au corps hyper musclé parce qu'on les pousse à aller à la salle et à soulever de la fonte. Moi, je fais tout l'inverse parce que je vais soulever de la fonte et je ne fais pas de piqûre. Mais ça me fait beaucoup de bien. Ça m'empêche de tuer des gens, je le dis souvent. Mais oui, il y a ce truc quand même où on est tout le temps matraqué. On vit dans une société ultra violente. Donc quand on dit que Cabal est violent, je ne sais pas s'il est si violent que ça ou s'il n'est pas une réalité en fait qu'on vit toutes. Moi, c'est un peu comme ça que je voyais les choses. Bon. Je voulais, vu l'heure qu'il est, on va peut-être, je pense que vous avez des questions à poser, des envies, des remarques. Non, personne. Vous ne craignez pas que le taux de mortalité augmente? Le taux de mortalité des hommes? Oui, bien sûr. Franchement, ça vous arrange pas? Est-ce que ce serait dérangeant? Non. Il y en a trop, non, un peu. Non, mais ça donnera peut-être, je sais pas, des idées. Non, oui, je pense. Alors, je pense pas que les romans aient vraiment ce pouvoir comme ça de pousser des gens. Et je pense pas que les femmes se mettraient comme ça à buter des hommes au hasard dans la rue. Enfin, je crois. Non, pas au hasard. Là, Oui. pas au hasard. Là, c'est parce que voilà, elle a déjà dit quelque part, elles ont raison, enfin, entre guillemets. C'est ce qu'elles ont subi elles-mêmes qui les amène à faire. Après, on a assisté quand même à. On a assisté comme ça dernièrement à quelques procès de femmes notamment qui tuent leur mari, qui les bat ou qui les violent pendant des années, et elles ne sont pas toujours reconnues coupables, ou en tout cas elles ont des peines qui sont amoindries parce qu'on reconnaît que la réponse à la violence elle est proportionnelle en fait. On a souvent trouvé des excuses de circonstances atténuantes qui battent les femmes, qui violent leurs filles. Oui, mais jusqu'à pas très longtemps on parlait encore de crime passionnel. Crime passionnel, pas féminicide. Féminicide, c'est un mot bien particulier et ça décrit vraiment l'acte et la raison de l'acte. Crime passionnel, ça dépolitise complètement ce qu'est le féminicide. Et ça, c'est encore des choses qu'on lit et dans les médias. La responsabilité des journalistes face à ça, elle est immense. Parce que oui, on entend crime passionnel, on entend dérapage plutôt qu'agression. Oui, c'est un signe de circonstance atténuante. Le conte On va prendre. Oui. Typiquement, elle déconstruit tout ça au niveau des médias. Et Oui, et avant, père de famille. Avant elle, parce qu'il y a des vieilles féministes avant Rosamie, des vieilles comme moi. Avant elle, il y avait Sophie Gourion, qui est une féministe aussi française, et qui a fait tout un travail justement de recension de ces titres de journaux, et qui avait, je crois qu'elle a même écrit un bouquin sur le sujet, où elle expliquait à quel point la manière dont on utilise certains vocabulaires dans la presse dépolitise complètement les crimes sexuels et les crimes qui sont faits envers les femmes. Ouais. Je voudrais pas faire
l'homme relou. Mais est-ce que vous pouvez me demander le micro, comme ça pour l'enregistrement c'est mieux, c'est d'un point de vue seulement technique là, que je vais intervenir. D'ailleurs je remarque qu'on a fait cette rencontre autour de ce livre et qu'il y a un seul homme qui est venu et que tout le monde... Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont voulu venir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Mais systématiquement, il y a toujours, chaque fois que je donne une conférence sur le sexisme, il y a toujours, c'est très drôle, mais il y a toujours au moins un homme qui quitte la salle. Et alors, parfois ils le font discrètement, mais parfois ils le font de manière un peu spectaculaire. C'est intolérable. Je me sens très offensée par votre blague sur les hommes. Voilà. Du coup, ouais, moi j'aime beaucoup ça me fait toujours beaucoup rire, la fragilité comme ça de... Bref. Une question ? Oui, c'est par rapport à tout à l'heure, vous parliez de comment la violence féminine était dépeinte dans certaines œuvres cinématographiques notamment. Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait que ces œuvres ont été réalisées ou écrites par des hommes et ou que des œuvres d'hommes ont influencé, du coup, parce qu'on en a aussi en effet qui sont créées par des femmes, et on a quand même une violence féminine qui est présentée comme la violence masculine, clairement. Est-ce que vous pensez que c'est lié ? Oui, je pense que en fait, on parle souvent du male gaze au cinéma ou dans la littérature, donc c'est un prisme de lecture masculin. Pour illustrer le male gaze, c'est voilà, elle est décédée il n'y a pas longtemps, Loana, la vedette de télé-réalité. Les premières images de Loana, c'est pas le visage de Loana, c'est ses seins et ses fesses. Ça, c'est du male gaze, typiquement. Donc oui, il y a un regard masculin qui est ultra présent dans toute la production cinématographique et littéraire. Et même quand on parle de Rape and Revenge, il y a quand même, moi j'ai l'impression, et j'assiste à ça, et souvent quand je vois des films réalisés par des hommes ou des œuvres écrites par des hommes et qui parlent de violences sexistes, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fantasme de l'auteur ou du réalisateur qui quelque part aimerait être l'auteur des violences. Et qu'il y a une espèce de... Oui, il y a une espèce de fantasme un peu inavoué comme ça qui se joue et qui, moi, me met très mal à l'aise. Et on a moins ça avec un regard féminin. Déjà parce qu'on n'est pas dans la même perspective. Parce qu'un auteur masculin, il pourrait être un agresseur, tandis qu'une femme, elle est une potentielle victime. Donc je pense qu'on n'a pas tout à fait le même regard et la même manière de décoder les choses. Après, ça ne veut pas dire non plus que les femmes ne peuvent pas pratiquer une certaine forme de male gaze. Il faut aussi qu'elles aient un peu interrogé ça et qu'elles aient un peu déconstruit. C'est très difficile. Moi, j'ai commencé à lire des autrices féminines, je pense que j'avais pas loin des 40 ans. Virginia Woolf, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Enfin, découvert, non, je connaissais son nom, mais je ne savais absolument pas ou presque pas ce qu'elle avait fait. Découvrir Une chambre à soi, ça a été... je me suis pris une claque et je me suis dit « Oh, pourquoi j'ai pas lu ça avant ?» Et j'ai eu l'impression d'avoir perdu la moitié de ma vie parce que c'était tellement... Enfin, je ressentais vraiment, j'avais l'impression d'avoir un truc que j'aurais pu écrire, enfin, peut-être moins bien, mais j'avais vraiment cette sensation d'être en communion avec ce qu'elle écrivait et ce que ne m'a jamais procuré aucun auteur masculin. Jamais. Jamais. Au contraire, des fois, il mérite. Sauf Zola, parce que j'aime bien Zola. Et Nesbeu. Est-ce qu'il y a encore des questions ? On a le temps. Hein. Encore quelques questions. N'hésitez pas. Hein. Je vais oser, mais vous êtes obligé de me répondre. Est-ce que c'est une vengeance personnelle, votre livre ? Oui. Oui, clairement. Oui, parce que, alors, on peut parler un peu de ma vie et de mon existence. Non, mais si, parce que c'est intéressant. Non, du tout. Du tout, parce que sinon je ne vous répondrai pas, mais c'est intéressant. En fait, il y a 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans, j'ai vécu... alors, ça m'est arrivé plein de fois sur Internet d'être insultée en ligne. J'ai déjà eu un topic sur un forum, donc des gars qui m'avaient consacré un sujet
et faisait notamment des montages avec ma tête et des corps d'animaux, des corps de femmes dans des positions que je vous laisse imaginer, enfin bon bref, et des insultes à tire-larigot. Et donc du harcèlement sexiste ou des violences sexistes en ligne, j'en avais déjà vécu beaucoup. Et puis il y a 5 ans, il y a un type en particulier qui s'est vraiment déchaîné sur moi, qui a publié une photo de moi en maillot de bain, assorti de commentaires, enfin je vous laisse imaginer, mais c'était vraiment pas sympathique. Et j'ai dit, bon, ça c'était un type de mon milieu professionnel, c'était un journaliste. Parce qu'on imagine que les types qui insultent en ligne, c'est des petits jeunes. Il y a ce côté, non mais c'est des petits jeunes qui n'ont jamais connu des femmes et c'est pour ça. Non, non, c'est bonhomme, plus de 50 ans, journaliste, bien installé, avec un vrai réseau, enfin voilà, un type qu'on peut croiser pratiquement partout et dont on n'imaginerait pas qu'il se permettrait ce genre de choses. Et donc, comme c'était dans mon milieu pro et que ça me nuisait et que j'ai décidé qu'à un moment, la coupe est pleine comme dans Cabal, j'ai porté plainte. Je suis allée au tribunal. Ça a pris un certain temps. Il a été reconnu coupable pour harcèlement sexiste, ce qui était génial. Il a fait appel. On est reparti au tribunal. Ça a été très rocambolesque, hein, parce qu'en plus, il ne se présentait pas. Et puis, il y a eu des vices, des problèmes, parce qu'il n'était pas à son adresse. Donc, l'huissier, quand il venait le trouver, il avait changé entre-temps. Enfin, bon, bref, ça a duré. Toutes les ficelles. Oui, il a vraiment usé. Il a usé tout jusqu'à la corde. Et en appel, il a été condamné de nouveau. Il devait me payer des amendes, des frais, des dommages et intérêts et des frais de justice, dont il ne s'est à ce jour jamais acquitté, et il devait aussi enlever sa publication d'Internet. Elle y est toujours. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'il est condamné, alors avec une astreinte, sauf que la justice française est ainsi faite que, vu que l'argent, il ne doit pas à l'État, mais à moi, c'est à moi de récupérer l'argent. Donc, mandater un huissier, mais comme il change de domicile tous les 3-4 mois, je ne sais pas où l'envoyer. Enfin bref, donc vous imaginez un peu le... Et donc, oui, quand j'ai commencé à écrire Cabal, je sortais de ça. J'en avais plein le cul. Vraiment. Et oui, j'avais envie d'aller sur cette thématique-là. Et dans le livre, sans dévoiler de grands secrets, il y a un bonhomme particulièrement ignoble et qui se fait... alors, lui, il ne se fait pas tuer parce que c'est du harcèlement et que donc ça ne mérite pas la mort. Enfin, voilà. Au moins une mort sociale, ça aurait été bien, mais même pas. Et donc, oui, il y a une petite vengeance personnelle, quoi, mais... Voilà, ça m'a suffi de le faire, mais... Ça vous a fait du bien? Oui, c'était bêtement jouissif, en fait, de juste décrire cette scène et de faire le clin d'œil à mes copines qui connaissent l'histoire et qui m'ont dit « Ah tiens, je crois que je le reconnais, celui-là. » Et je dis « Ah oui !» Mais oui, ça après, voilà, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement violent à la base non plus, et puis je crois pas... Je pense même pas que j'aurais pu lui mettre une gifle parce que ça n'aurait quand même pas arrangé les histoires en réalité. Ce qui m'a fait, il n'y a pas de vrai soulagement qui tienne, quoi. Enfin déjà le fait que la justice aurait pu apporter une réponse et qu'elle ne l'a pas fait parce que il n'a pas été condamné socialement. Il a été condamné sur le papier, mais au niveau financier, il n'a pas payé ce qu'il doit. Moi par contre, j'ai douillé avec mes frais d'avocat. Il n'a pas perdu de relation au niveau pro. Moi, par contre, j'en ai perdu beaucoup. Parce que j'ai été l'emmerdeuse qui traite le pauvre journaliste en justice. Et qu'il faut passer à autre chose, et qu'il faut couper Internet, et qu'il faut couper les réseaux sociaux. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc, j'ai dû arrêter de travailler avec des personnes parce qu'elles ont pris fait et cause pour lui. Ou bien elles m'ont dit, non, mais t'exagères. Voilà. Donc oui, Cabal vient un peu de là, quoi. Mais ça va au-delà ça va au-delà de mon histoire. Si c'était juste mon histoire, c'était pas très intéressant, mais évidemment, je pouvais pas ne pas y penser. Merci. On a encore 1 ou 2 questions, si vous voulez. J'avais juste un petit clin d'œil. Vous faites Le micro. Le micro.
un petit clin d'œil que vous faites au milieu du livre, c'est le chat qui passe d'une maison à l'autre. Et qu'est-ce qui signifie? Parce qu'il a un petit clin d'œil mascu. Qu'est-ce qui signifie le chat? Parce que les chats, c'est de droite. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. On m'a posé la question, c'était extrêmement drôle. C'est une des premières questions qu'on m'a posée. Et on m'a dit, je voulais vraiment poser une question, mais je sais pas, ça m'embête de te la poser. Je suis un peu... Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et, est-ce que tu les détestes vraiment? Et je dis, les hommes? Non, les chats. Et donc oui, j'ai un chat, j'ai un chien, et je vous assure qu'au niveau comportemental, c'est pas la même chose. Hein. J'ai un beagle en plus, donc c'est particulièrement con comme animal. Mais c'est très très gentil. Par contre, le chat, oui, il y a un côté un peu indépendant. Ouais, et puis j'aimais bien l'idée qu'il y ait un chat comme ça qui se balade. C'était une manière de faire un petit clin d'œil. Dans mon prochain livre, il y a aussi une histoire de chat. Je mets toujours des chats comme ça, voilà. C'est un clin d'œil à votre collègue, enfin, comment on dit, votre confrère belge, Luc, non? Non, alors non, pas du tout. Non, j'ai pas pensé à ça. Comme il fait des expos avec le chasse-malade. Non, j'ai pas pensé à ça. Le problème, c'est que je peux pas expliquer vraiment le pourquoi du chat, parce que sinon, ça donne un élément d'intrigue, et du coup, c'est compliqué, mais il y a une raison pourquoi il y a un chat là. Il n'est pas innocent. J'ai semé comme ça plein de... C'est ça qui est cool avec les policiers. C'est qu'on peut semer comme ça plein de petits indices ou d'easter eggs. Donc des petites surprises comme ça qui sont connues des initiés. Ça, c'est un plaisir total. Et du coup, quand les gens disent tiens, là, je pense que... Ou bien quand j'ai vu ça qui se passe, je me suis dit que... Et puis non, ou bien oui. Ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Alors, encore une petite question, si vous voulez. Après, s'il y a quelqu'un qui veut encore quelque chose à dire, une remarque. Un peu plus sur le prochain livre alors? Non, mais c'est ce que j'allais dire. Ben voilà. Alors, la perche était tendue. Dans 2 mois, sort un nouveau livre. Déjà. Oui, déjà, oui, je suis une machine. Non, dans 2 mois, c'est un petit bouquin féministe. Pour le coup, c'est un traité... c'est un manuel d'éducation féministe pour les jeunes filles. Donc c'est basé sur les manuels d'éducation aux jeunes filles qu'on a vu fleurir au début du siècle. Sauf que là, c'est à la sauce féministe et que, évidemment, c'est pour se débarrasser des hommes. Avec des recettes pratiques et des conseils et astuces. Oui, et donc ça, en fait, c'est un truc que j'ai écrit pour me marrer. C'était un petit side project pendant que j'attendais que Cabal trouve une maison d'édition. Donc j'ai écrit ça vite et j'ai trouvé une maison d'édition féministe qui m'a édité ça. Donc c'est pas un roman, hein, c'est vraiment un truc... c'est une lecture de plage. Ça va sortir en juin, donc c'est un truc à mettre dans les toilettes ou à la plage. Moi, j'adore écrire des bouquins de WC. C'est mon truc. Du moment que c'est lu, je suis contente. Justement, est-ce que vous pourriez faire un livre où vous éduquez les jeunes hommes? Je suis plus jeune, moi. Ben, je crois que... Il n'y a pas d'âge. Non, mais je crois que l'éducation, en fait, elle se fait déjà avec Cabal. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui l'ont lu. Mais parce que, bon, déjà massivement, les polars sont déjà lus plus par des femmes, hein, 85% à 90%. Oui, c'est fou, c'est fou. D'ailleurs, c'est même très paradoxal que les auteurs les plus connus de polars soient des hommes et que le lectorat est majoritairement féminin, d'ailleurs. Mais ça, c'est encore un autre problème et un autre débat. Et là, il faut quand même un moment qu'on aille manger. Parce qu'il paraît qu'ici, on mange pas mal, en plus. C'est important. Mais non, Cabal est déjà une forme de réponse à ça. C'est déjà aussi une forme de... Moi, j'ai eu un monsieur hier qui m'a écrit en me disant je vais le conseiller à tous les hommes de mon entourage de le lire. Parce qu'ils prendraient conscience un peu de la réalité. C'est justement l'ancrage du réel est très important pour ça. Ils prendraient un peu conscience du monde dans lequel ils évoluent et qu'ils ne se rendent pas forcément compte de ça.
Donc j'écris pas à destination des hommes en particulier, ça m'intéresse pas tellement d'aller toucher le lectorat masculin. En tout cas, je n'écris pas dans l'intention de plaire aux hommes ou au lectorat masculin. Et j'écris pas forcément non plus dans le but de les éduquer, en tout cas c'est pas mon but premier. Maintenant, si par ricochet ça peut, tant mieux. Là je suis vraiment contente, là j'ai tout gagné. Parce que j'ai gagné un auditorat féminin qui est plutôt, alors en général acquis à la cause, mais à qui je fais du bien, et d'un autre côté, des hommes qui apprennent des choses, quoi. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Simplement, il y a quelques années, les femmes, elles n'avaient pas trop de place dans l'écriture quel que soit les bouquins, mais sur les... En fait, je pense que ça aussi, c'est une fausse croyance. Les femmes écrivaines, il y en a beaucoup. Par contre, le problème qu'on a, c'est la visibilisation des autrices, réellement. C'est pas le fait qu'elles n'écrivent pas ou écrivent moins bien, c'est qu'elles sont vraiment beaucoup moins médiatisées. Et en général, quand il y en a une qui l'est, c'est la femme par avant. Donc, il y a eu comme ça quelques femmes dans l'histoire de l'écriture qui ont un peu servi de femmes par avant, où on a dit, voyez bien que la mare au diable, George Sand. La mare au diable, George Sand, on a utilisé George Sand comme femme par avant en disant « Quoi ? Il n'y a pas de femme écrivain ? Mais si, il y a George Sand !» Et on oubliait complètement toutes les autres derrière. En fait, elles servaient d'excuse et elles servaient de justification au fait qu'on ne mettait pas d'autres femmes en avant. Et donc oui, il y a pléthore d'autrices féminines. Et dans le polar, on est quand même un certain nombre. Il y a une association là, qui s'est créée qui s'appelle les Louves du Polar et qui permet de rassembler des autrices francophones. Mais ils acceptent même les Belges, il paraît. Donc ça fédère en fait des autrices francophones parce que l'idée c'est, encore une fois, c'est comme dans Cabal, la solidarité, l'effet de groupe et l'idée de se faire de la pub les unes aux autres. Voilà, c'est pour ça aussi moi j'aime beaucoup Louise May, c'est une copine. C'est pour ça que je fais un petit clin d'œil dans le bouquin, parce que des autrices... alors, de polar, on n'est déjà pas nombreuses, et en plus on manque un peu de visibilité, et des autrices de polar féministes, on cumule. Donc, et en plus, moi je suis belge. Donc voilà. Mais vous n'avez pas l'accent belge. Et oui, il y a quand je suis fatiguée, je fais très attention à ma diction. Mais moi, ça ne me gêne pas. Mais je fais très attention à ma diction, et pas spécialement pour l'accent, mais surtout parce que sinon j'ai un cheveu sur la langue. Et du coup, l'accent liégeois plus le cheveu sur la langue, croyez-moi, vous ne voulez pas l'entendre. Je vous remercie tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci à